Merci bien sûr de m'avoir invité à participer à ce beau nouveau sujet sur cette matière que j'affectionne particulièrement, le droit forestier. Tu le sais, je n'arrive pas trop à te vous voyez. Oui, allez, on se tutoie. Droit, carbone et forêt, effectivement un beau triptyque. Droit et carbone sont abordés depuis ce matin. Le droit et la forêt, c'est déjà toute une histoire, puisque la difficulté se niche dans la vocation de la matière à régir des questions de fait insusceptibles finalement de définition juridique. Simplement déjà, si on veut une définition des bois et forêts, eh bien on peine à la trouver dans le code forestier. Puisque mon propos va se limiter justement au droit forestier, alors que bien sûr la question du CO2 est très transversale. Un lot de sujets a déjà été abordé ce matin, j'essaierai de ne pas me recouper. Voilà. Donc, le droit forestier, après, comment va-t-il intégrer la technique carbone, finalement, dans son corpus ou dans ses préconisations, finalement, qu'il va imposer aux gens ou les amener? Eh bien, c'est ce que je vais essayer, en tout cas, de dresser avec vous. Donc, la matière régit des questions de fait. Donc, vous voyez, forêt et droit, quelquefois, ça peut poser problème. Et si on rajoute la couche atmosphérique, que cela peut-il donner? On veut décarboner l'agriculture ou on cherche encore à capturer le CO2 dans les sous-sols terrestres. L'approche de la cible carbone est évidemment différente en forêt, car forêt et carbone sont physiologiquement liés. La forêt respire le carbone, elle retient même son souffle, car elle stocke tout naturellement, sans processus de transformation industrielle, ce gaz. L'objectif est bien sûr ambitieux, la neutralité carbone en France en 2050, ça a bien sûr été déjà évoqué plusieurs fois. Et alors que la forêt agit déjà, eh bien, il faut la pousser. Ce matin, on en a eu un aperçu en parlant d'intensification, en tout cas. L'accord de Paris, dans son article 5, invite à prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, et notamment les forêts. Les chiffres sont éloquents, ils parlent d'eux-mêmes. Les forêts couvrent un tiers de la surface terrestre et elles constituent derrière les océans le deuxième plus grand puits de carbone de la planète. Quant à la forêt française, eh bien, elle capterait près de 70 millions de tonnes CO2 chaque année, ce qui correspond à 15% des émissions françaises de gaz. Oui, téléphone. Et vous voyez, ce matin, on parlait de 30 millions avec les surfaces agricoles. À titre d'exemple, on nous dit aussi qu'un arbre absorbe l'équivalent de 5 vols aller-retour Paris-New York. Mais la forêt, bien sûr, est plus que l'addition de ces arbres. Elle agit dans son ensemble sur le stockage du carbone. Des cimes de ces arbres jusque dans ses profondeurs, puisque le carbone dans les forêts se trouve non seulement dans la biomasse vivante, mais aussi la biomasse morte au sol et dans le sol. Le stock de carbone conservé s'élèverait donc à, selon les chiffres des recherches que j'ai trouvées, à 8 milliards de tonnes équivalent CO2, d'où sa médaille d'argent du plus grand puits de carbone de la planète derrière les océans. Donc le rôle de la forêt en la matière est connu et reconnu. Et plus précisément, en forêt, on parle des 3 S. Séquestration, stockage, substitution. La séquestration, eh bien, c'est tout simplement que par le mécanisme naturel de la photosynthèse, la forêt capte le carbone atmosphérique et le séquestre pendant toute sa croissance dans différents compartiments que sont sa biomasse aérienne souterraine. Après, au-delà de ça, la forêt va également stocker ce CO2 par une prolongation des effets, puisque le CO2 se trouve piégé après, dans les produits fabriqués à partir du bois. Donc, le stockage va être prolongé de quelques mois, si on parle de bois énergie ou même de bois utilisé pour le papier. Et ça peut se prolonger, bien sûr, jusqu'à 100 ans aussi pour du bois de construction, par exemple. Et enfin, le 3e S, l'effet substitution, c'est-à-dire qu'on va utiliser le bois pour de l'énergie, par exemple, comme matériau, et ça va permettre d'éviter des émissions de carbone fossile non renouvelables ou l'usage de matériaux dont la production et la transformation sont fortement émettrices de carbone. Enfin aussi, l'utilisation de bois, comme on dit, en cascade, c'est-à-dire avec une première valorisation en bois noble, puis après recyclé pour un autre usage, dans des panneaux de particules par exemple, ou valorisé comme énergie, va encore optimiser le bilan, puisque tous ces effets se cumulent, et ils se cumulent effectivement tous. Et au final, vous voyez, si au départ on parlait de 15% d'absorption de la forêt française sur le carbone émis, eh bien quand on fait ce calcul des 3 S, on arrive à 26% de captation. Donc le
carbone est capturé par la forêt, il n'y a aucun doute là-dessus. La question, c'est l'est-il par le droit forestier ? Le droit forestier s'attache à protéger, à conserver les bois et forêts, surtout en traduisant une politique nationale, notamment par l'encadrement des comportements en forêt. Ça crée bien sûr des obligations, un soupçon de répression aussi parfois. Le droit forestier n'a pas vocation à régir l'environnement, qui a son code, ni même les espaces de protection, puisque là on bascule dans le code de l'urbanisme. Ces éléments sont toutefois pris en compte dans des documents cadres qui vont s'imposer après dans les plans de gestion adoptés par les propriétaires. Donc vous voyez, les propriétaires sont de toute façon aussi mis à contribution pour accomplir la politique étatique. Mais tout ceci est finalement récent. Si on fait une petite parenthèse d'histoire, c'est que les espaces forestiers sont humanisés depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge, mais finalement jusqu'au milieu du 19e siècle, eh bien, le droit de propriété a eu du mal à s'affirmer dans cet espace qui était commun, ouvert à tous, et qui n'avait non pas des maîtres, mais des usagers. Donc on a, même après la Révolution, une idéologie qui domine encore. C'est que la collectivité passe avant les individus. Et finalement, cette problématique, tout au long de ce jour, on y revient. Donc, ces règles sont à nouveau au service du collectif, puisque le bois protège finalement même l'air que nous respirons. Le droit forestier s'efforce donc de servir une politique qui est à la croisée de l'économie, du social et de l'environnement. Et la protection et la mise en valeur des droits sont, du coup, des bois, est reconnue d'intérêt général, contrairement à ce qu'a pu dire Carole aussi tout à l'heure avec l'agriculture, et que nous déplorons tous de toute façon, je pense, aujourd'hui. Donc le code forestier prévoit que la protection et la mise en valeur des bois est reconnue d'intérêt général, et de même que la ressource en eau et la qualité de l'air par la forêt, dans le cadre d'une gestion durable. Il est fort à penser que de toute façon, le droit forestier s'attaquait à la problématique carbone bien avant que nous en prenions la mesure de toute façon. Voilà. Donc maintenant qu'on sait où est le droit, donc vous avez compris que mon propos va uniquement s'attacher au code forestier, à traiter du contenu du code forestier. Eh bien, comment peut-on agir pour que la forêt, à la limite, par le droit, capture plus, capture mieux, ou même encore continue à capturer? La forêt capture naturellement, mais finalement, peut-on la rendre surnaturelle? Le droit forestier est par essence un alliage naturellement décarboné, si je pouvais dire. Le droit ne constitue qu'un moyen de parvenir aux objectifs qui ont été préalablement définis et identifiés. Et du coup, pour orienter les pratiques, encore faut-il avoir la connaissance. Je m'excuse d'avance, du coup, à cette heure peut-être un peu digestive aussi, de partir dans des explications légèrement scientifiques, du moins pour la non scientifique que je suis, car les scénarios d'évolution sont principalement basés sur des modes plus ou moins actifs de gestion des forêts et sur l'importance aussi des prélèvements annuels. Nous allons y venir. La forêt est un puits de carbone, mais l'idée est de dire que ce puits a un fond et un état des lieux est du coup nécessaire. Tout d'abord, pour partir de l'état initial de la ressource, notre forêt, si on la quantifie, qu'on l'examine dans la période de référence qui est au début des années 2000, eh bien on est sur une forêt qui est jeune et productive. Et elle reste d'autant plus productive, j'ai tendance à dire aussi, parce qu'elle est peu prélevée. On a en France ce phénomène de récolte qui est bien en deçà de la production et on a une augmentation mécanique du stock. On a des difficultés bien sûr observées, des zones dépérissantes, des augmentations d'événements rares, tempêtes, ravages d'insectes. On peut avoir aussi des déficits hydriques dans certaines régions. Bref, bien sûr, des difficultés aussi qu'il va falloir prendre en compte dans les plans. On a donc une foule de paramètres qui rentrent en jeu. Je prends juste 3 points peut-être qui sont les points polémiques à connaître avant de voir aussi comment le droit va en tenir compte. Un premier point récemment réglé, en tout cas, c'est le bois énergie contribue-t-il à la neutralité carbone? Eh bien oui, il a fallu trancher cette question alors que je viens de vous parler justement de son effet substitution. Pour faire court, le tribunal de la Cour de justice européenne du Luxembourg, le 6 mai 2020, a tranché cette question et a répondu oui. Ce genre d'attaque rejoint celle selon laquelle on voit une agression dans une coupe d'arbre. Bon, je ne m'attarderai pas sur ce débat.
Autre point également, le stockage du bois serait plus bénéfique que son utilisation, c'est-à-dire son effet substitution. Donc cette première approche en fait nous dit que pour capturer le CO2 ou pour mieux le capturer, eh bien finalement il faudrait peut-être libérer la forêt de la main humaine. Cette option est intéressante, mais le problème c'est qu'on se rend vite compte qu'elle n'est optimale qu'à court terme. Le gain diminue avec le vieillissement de la forêt. Arrivé à maturité, c'est-à-dire, si on dresse une moyenne à la louche bien sûr, c'est-à-dire à une centaine d'années de l'arbre, eh bien les arbres se dégradent et rejettent alors le CO2 emmagasiné durant leur croissance, et le bénéfice de substitution des produits non récoltés, par contre, lui, il est perdu immédiatement. Elle est aussi davantage soumise au risque, cette forêt mature, augmentant la probabilité aussi de relargage massif du CO2 emmagasiné, notamment en cas d'incendie, en cas de tempête. Et même une forêt à l'équilibre, c'est-à-dire qui comprendrait autant d'arbres qui meurent que d'arbres qui poussent, eh bien finalement émettrait à peu près autant de CO2 qu'elle en absorberait. Donc on voit bien aussi en parlant de ça que la solution de la gestion, elle va vite être millimétrée. Un troisième aussi sujet difficile, c'est que de prime abord, si on coupe l'arbre, on a l'impression de couper la pompe de carbone, ce qui produit une diminution instantanée du stockage. Et ce stock, par contre, va mettre quelques dizaines d'années avant de se reconstituer. Ce comportement, en gros, va constituer une dette carbone. Phénomène qui ne concerne pas quand même une forêt à l'équilibre, en tout cas à minima, ou en tout cas avec un stock sur pied qui est stabilisé. La conclusion, pour dresser donc le bilan de ces remarques, c'est que la séquestration en forêt a un effet positif qui est limité sur le court terme et qui ultérieurement peut conduire au résultat inverse. Il faut donc permettre à la forêt de se renouveler et donc de stocker à nouveau du carbone. Et l'exercice est difficile parce qu'il faut en même temps voir une maximisation du stock en forêt, mais celui-ci va entraîner une diminution de la récolte, tandis que celle des flux va obliger justement à une diminution des stocks. Bref, il faut une optimisation simultanée des deux qui pose la question d'une métrique commune pour atteindre un optimum d'état quasi stationnaire, d'où mon idée de solution quasi millimétrée, du moins pour la juriste que je suis. Je pense qu'à la table ronde, les solutions techniques seront bien sûr multiples et je serai très attentive bien sûr à celles-ci. Voilà. Donc, le droit, comment peut-il s'adapter à ça? Eh bien, tout simplement en priorité, en favorisant, en accompagnant et en incitant à la gestion des bois et pas n'importe comment dans l'axe d'une gestion durable. Mais un autre axe est nécessaire parce qu'effectivement, il faut peut-être gérer mieux pour optimiser, mais il faut aussi créer de la ressource en plus. Tout d'abord, gérer durablement la forêt implique de respecter simultanément les trois fonctions qui lui sont assignées, c'est-à-dire économique, sociale, environnementale. La gestion durable doit permettre de répondre aux besoins du présent sans altérer l'utilisation qui va être faite dans le futur de la forêt. Ça cache bien sûr une réalité complexe d'écosystèmes, de cycles, de multitudes d'interactivités avec du vivant, du micro, etc. Mais en tout cas, cette volonté se traduit en droit dans des documents cadres qui s'exécutent dans les documents de gestion après que vont devoir accomplir et mettre en œuvre les propriétaires, qu'ils soient privés ou publics. Les orientations nationales aujourd'hui sont fixées dans le programme national de la forêt et du bois qui après lui se décline dans le document du même nom mais à l'échelle régionale et qui sert après de norme de référence encore aux documents inférieurs, c'est-à-dire le plan simple de gestion qu'un particulier va signer ou un document d'aménagement qui va être pris par l'ONF pour une collectivité. Parmi les objectifs du programme national forêt-bois figure celui de conjuguer atténuation et adaptation des forêts au changement climatique, conformément à la stratégie nationale bas carbone dont a parlé Carole ce matin. Je n'y reviens pas. En tout cas, le programme national forêt-bois en vigueur fixe, en cohérence avec ces objectifs chiffrés, un besoin de mobilisation supplémentaire de plus 12 millions de mètres cubes mobilisés donc à l'horizon 2026. Cet encadrement donc vise, vous avez compris, à mettre en compatibilité les différents objectifs. Ça veut dire qu'on va devoir, si on le fait schématiquement, pousser l'exploitation du bois et aussi restructurer le sujet que nous avions abordé en 2015 parce que le renouvellement de la forêt est une
nécessité et ne concerne pas que les grandes parcelles, bien sûr, elle concerne les petites. Et le seuil de rentabilité économique de la forêt a été fixé, bon, avec des cotes peut-être mal taillées, mais en tout cas, elles ont le mérite d'exister, de passer un seuil de 4 hectares. En dessous de 4 hectares, le coût des travaux en forêt coûterait plus cher que ce que l'extraction du bois, en tout cas, rapporterait. Et il faut transformer la ressource, donc on a dit donc gérer, transformer la ressource en choisissant des essences ou des provenances adaptées, notamment au changement climatique brusque, hein, et aussi pour diminuer la vulnérabilité des peuplements, puisque ces changements climatiques ont bien sûr des effets aussi et des conséquences sur la forêt. Monsieur Soussana en a parlé ce matin. Dans tous les cas, le renouvellement des peuplements sera crucial et passera pour une bonne part aussi par des plantations. Ça veut dire qu'il faut une stratégie quand même. Donc le droit, pour l'instant, accompagne en guidant la main des propriétaires en mettant des avantages à une gestion durable, à l'adoption d'une gestion durable. Le deuxième point, et donc là, dans ce cadre-là aussi, les contrats carbone dont on a parlé ce matin seront un vrai outil d'incitation en tout cas. Bon, ils ont été développés tout au long de la journée. Je pense que le but de la table ronde sera aussi de les aborder. Je n'empiéterai pas du coup sur leurs propos. Le deuxième angle du coup, au-delà de l'accompagnement dans la gestion durable, c'est d'éviter la destruction des bois ou alors de la recréer ou même d'en créer de nouvelles surfaces. Pour éviter la destruction des bois, en tout cas, on a bien sûr le défrichement. On a toute une réglementation qui s'applique au défrichement avec une équation aujourd'hui simple, c'est-à-dire donc pour ceux peut-être qui ne sont pas familiers de ces questions-là, le défrichement est soumis à autorisation préfectorale et cette autorisation maintenant répond à une équation simple. Si on détruit, on compense. Alors, ce matin a été évoquée la séquence ERC en environnement, éviter, réduire, compenser. La compensation forestière ne connaît pas cette équation. On fait l'économie du E et du R. On ne connaît que la compensation en forêt. Si vous détruisez, vous compensez. Et vous avez une première option pour compenser en nature. Et si vous n'avez pas cette possibilité-là, eh bien, on va vous proposer de transformer votre C en P. Payer. Vous allez payer une somme au Fonds stratégique forêt-bois. Tout ça, quand même, est mis en œuvre pour limiter la destruction du bois. Après, on a aussi des réglementations de zonage. Alors là, c'est dans le code de l'urbanisme qu'on a la réglementation, mais le code forestier fait aussi un renvoi, c'est l'espace boisé classé. Quand votre document d'urbanisme classe une zone en EBC, eh bien ce boisement, qui est existant ou pas d'ailleurs, parce que ça peut être pour du bois à créer, eh bien va être protégé dans le document d'urbanisme, mais aussi pour tailler la question à la hache, si j'ose dire, le classement en EBC empêche le défrichement. Donc on sanctuarise la zone. Et également, on va avoir aussi quelques petites règles comme celle pour les propriétaires privés de reconstitution du peuplement après coupe rase. Si vous voyez que votre forêt ne se régénère pas dans les 5 ans après la coupe, eh bien le code vous oblige à aller diligenter des travaux en forêt pour reconstituer cette ressource. Tout ça quand même en voyant qu'on a une augmentation de la surface forestière en France. Donc la clé, vous avez compris de tout ça, est autour du développement durable. Il intensifier l'effort, ce qui rend nécessaire aussi d'augmenter l'effort collectif, on va dire. La question qu'on se pose, du coup, ce sera mon deuxième propos, c'est de dire comment le droit forestier aussi ne peut-il pas, dans une certaine mesure, se retrouver piégé par le CO2 ? Parce que, à mon avis, il faut éviter aussi peut-être le revers de la médaille qui serait l'impérialisme climatique et qui conduirait à mettre à mal les autres potentialités de la forêt. On a vu qu'elles sont multiples. Donc, bien sûr, c'est positif d'agir sur le CO2 sur une journée comme ça, je me garderais bien de dire le contraire, mais il ne faut pas oublier les autres fonctions, c'est-à-dire eh bien, une exploitation rationnelle économiquement, mais aussi sur un plan environnemental. Et les mécanismes d'incitation positive doivent être pensés au regard de tous ces éléments. Et ça amène des questions quand même, aussi en forêt, où on peut du coup, pour des visions carbocentrées, peut-être mettre à mal la biodiversité aussi. On a parlé du label LBC, label bas carbone en forêt, il a été critiqué qu'il favorisait peut-être le développement d'essences exogènes ou avec des peuplements finalement peu diversifiés. Donc ces questions-là vont se poser obligatoirement. Sans aller trop loin, en tout cas sur le plan international, avec une vision économique de la chose, on a les mécanismes de développement propres ou les REDD+, les réductions des effets sur la déforestation, qui ont donné aussi des résultats mitigés. Peut-être que ce sera abordé aussi cet après-midi. Donc,
attention à ça, surtout qu'on a quand même peut-être un autre obstacle à relever en droit forestier, eh bien c'est une insatisfaction quand on voit finalement le contenu des règles dans le code et après la mise en application. Je vous donne juste quelques exemples. Les plans simples de gestion sont obligatoires au-delà de 25 hectares. Et pourtant, combien de propriétés qui dépassent ce seuil ne sont pas soumises à un plan de gestion? On a aussi les collectivités qui devraient être toutes soumises au régime forestier, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. On a les petits bois autour des agglomérations qui ne sont pas protégés et qui servent davantage de vivier à l'artificialisation plutôt que de récepteurs carbone. Bref, on a un déficit de gestion en forêt, etc. Le code forestier est quand même un peu en retard sur la rigueur peut-être d'application de ces mesures. On a une accumulation de normes par contre qui pourrait nous faire dire qu'il affiche complet ce code forestier. Voilà. Mais il ne faut encore une fois pas déborder sur les autres matières qui sont code de l'environnement, urbanisme, etc. qui sont là pour compléter tout ça. Et à quelle échelle surtout nourrir le calcul? C'est-à-dire que notre droit forestier national, quand même, comment va-t-il pouvoir faire pencher la balance à l'international aussi? Parce que bien sûr, l'air est une question planétaire qui va dépasser nos frontières. Benjamin ce matin a parlé de la chose, du bien. On a quand même une définition dans notre code civil de la chose commune, c'est-à-dire celle qui n'appartient à personne et dont l'usage est à tous. L'article 714 de notre code civil. En tout cas, cette problématique est sans frontières et on a bien le souci de la déforestation importée en France où l'Europe serait le plus mauvais élève de la classe qui serait responsable d'un tiers de la déforestation, notamment de la forêt amazonienne. Donc, voilà. Est-ce qu'au niveau du temps, j'ai une petite minute ou est-ce que Oui, oui, c'est bon. Encore une. Donc, on a quand même des préconisations qui ont été prises aussi à ce niveau-là. On a le plan climat parmi ces 23 objectifs qui avait fixé son 15e selon ces termes en disant qu'il fallait lutter contre la déforestation en modifiant notre consommation de produits utilisés en agriculture parce que l'agriculture c'était le premier pôle à l'origine de la déforestation. Il vise ce pilier 100% d'approvisionnement durable pour totalement anéantir l'importation de produits utilisés dans les secteurs forestiers et agricoles qui sont élaborés au détriment des forêts. Alors c'est vrai que l'année dernière, on a le président du Brésil qui disait que la forêt amazonienne de toute façon appartenait au Brésil et en gros qui faisait ce qu'il voulait avec. Bref, pour y parvenir, on a une stratégie, en tout cas qui est adoptée, c'est la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Elle doit s'accomplir jusqu'en 2030 avec un examen à mi-parcours. Mais la loi Egalim qui devait amorcer, qui devait donner le coup d'envoi, eh bien, finalement, elle a été timidement sur ce domaine-là, sans doute aussi par le rapport de force avec les pays auxquels on veut imposer ces contraintes qui ne sont pas forcément d'accord. Je vous précise juste qu'on a un guide de bonne pratique qui vient d'être publié et que la France contribue à déboiser quand même encore potentiellement 5 millions d'hectares chaque année à l'étranger. Voilà. Donc, pour notre ami Benjamin aussi de ce matin, Cicéron a écrit que l'arbre est 2 fois plus utile que les fruits. Pour Benjamin, vous avez vu qu'il aimait bien parler latin. Une vérité plus vraie que jamais, en tout cas, même si plus de 2000 ans après, la seule question qui se pose encore, c'est le coefficient multiplicateur. 2 fois plus utile, aujourd'hui, ce coefficient est fortement, je pense, augmenté, au moins par l'effet carbone. Voilà, je vous remercie. Merci Stéphanie. Voilà. Ouais, tu as respecté le temps qui t'était imparti, pas de problème. J'avais une question, en tout cas une réflexion. On voit bien que il va falloir planter. Quand on regarde un petit peu les actions qui peuvent être bénéfiques et lorsque l'on constate que en réalité, pour stocker du carbone, l'optimum d'une forêt bien gérée, c'est son état stationnaire. On doit donc envisager nécessairement une montée en puissance de la reforestation dans les années qui viennent pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour 2050. D'ailleurs, c'est un des objectifs de la Commission européenne dans une de ses stratégies. Et on sait également qu'il y a un changement des affectations des sols agricoles. On parle d'artificialisation, mais souvent quand on va dans le détail, on se rend compte que la plupart des terrains agricoles qui changent d'affectation, c'est pour une affectation forestière. Voulu ou pas d'ailleurs. Voulu ou pas, oui, oui, tout à fait. Par le fait de la déprise agricole, il faut nommer les choses telles qu'elles existent. Est-ce qu'il y a des réflexions justement pour encadrer ces reforestations, j'allais dire de type friche? On sait très bien qu'entre la friche
entre l'abandon de l'agriculture et puis la véritable reforestation, il y a un temps. Et dans ce temps-là, on pourrait gagner du temps en matière de captation carbone en organisant mieux la reforestation de ces zones. Eh bien, alors, à mon niveau, je ne vois rien en tout cas qui se profile là-dessus. Ce qu'on peut voir, c'est que par contre, en matière de défrichement, on a parlé de compensation tout à l'heure, la compensation s'exécute de la même façon pour le défrichement qui ferait suite à des sols agricoles, par exemple, au réenfrichement de sols agricoles. On a par contre des exclusions dans le code forestier où quand même quand on veut défricher sur d'anciens sols, donc peuplés depuis moins de 30 ans, là par contre on a une exonération finalement. Mais au-delà de 30 ans, elle disparaît en fin de compte. Et il n'y a pas de plan de reforestation. Alors je dirais que quand si on voit quand même la surface forestière qui augmente chaque année. Les chiffres font état de plus 0,7% par an, ce qui est énorme à cause de cette déprise. Le problème, comme j'ai essayé de le démontrer, j'espère suffisamment bien, c'est que la forêt n'est un bon élève en matière d'absorption de carbone que si elle est gérée comme il faut pour cela en tout cas. Ce n'est pas forcément de la forêt laissée à son libre cours non plus, il faut optimiser en tout cas cette ressource. Oui. Et alors sur un sol agricole ancien qui lui potentiellement aura pu ne pas être un bon capteur de carbone, là le bénéfice sera évident, peut-être même si dans les premières années on laisse le peuplement jeune croître. Par contre, si on est sur de la prairie qui est abandonnée, des chiffres que j'ai vus, la forêt n'aurait pas de meilleurs chiffres que la prairie. Tout à fait. Voilà, donc exactement. Ça veut dire qu'il faut voir aussi l'additionnalité que ça va apporter. Donc reforester oui, mais pas reforester n'importe où en tout cas. Et en tout cas, avec une stratégie, ce serait souhaitable. Le problème, c'est que... Stratégie des usages chers à notre ami Hubert. Oui, alors, mais ce qu'il y a, c'est que la stratégie, à mon avis, est plus dans la gestion durable déjà de l'existant, parce qu'on peine, comme je disais, sur la gestion durable. On a les 3/4 de notre forêt qui sont détenus par des propriétaires privés, qui sont très morcelés, d'où l'intérêt de la restructuration d'ailleurs. Et ça veut dire que cette forêt-là, il faut la gérer. Et dans les 150 ans, tu te rappelles d'Agridé, ce petit ouvrage que vous aviez sorti, on avait émis l'idée ensemble d'une forêt gérée au premier mètre, parce que si on veut avoir un bilan positif, de toute façon, c'est par là qu'il faudra en passer. Et une obligation, et pas seulement du volontariat, comme j'ai pu entendre aussi depuis ce matin avec l'agricole. En tout cas, si vous voulez l'expérience forestière, le volontariat ne donne pas de solution satisfaisante en tout cas. Voilà. Merci Stéphanie pour cet échange et cet exposé.